Bonjour, je pense qu'on est connectés. Bonjour. Bonjour à tous et toutes et merci de nous rejoindre pour ce webinaire, sur le plafond de verre et l'évolution professionnelle des femmes, organisé par Géréseau. Donc, nous sommes 3 ce matin à vous présenter ce sujet. Je suis Aurélia Monaco, je suis formatrice pour Géréseau, je suis coach et j'ai créé mon activité depuis 3 ans dans l'accompagnement après avoir été avocat pendant quelques années. Et il me tenait à cœur en fait de parler de ce sujet, de l'évolution professionnelle des femmes, parce que dans mes accompagnements, je travaille avec beaucoup de femmes et je sais que c'est un sujet très important. Et il me tenait aussi à cœur de le partager avec un homme qui est Benjamin, qui va se présenter ensuite. Et on a la chance d'avoir Sandrine qui est avec nous, Sandrine Casteran, qui est DRH chez Lexmark. Donc voilà, on va le co-animer tous les trois avec chacun notre point de vue, notre expertise, et puis avec la chance d'avoir Sandrine pour aussi des partages RH, des partages d'expérience. Donc Sandrine, honneur aux dames, je te laisse te présenter. euh, Merci Aurélia. mm, Merci et bonjour à tous et toutes. mhm. Donc je suis Sandrine Casteran, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants, je suis mariée. Je travaille dans les métiers des ressources humaines depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai occupé différentes fonctions. Aujourd'hui, je suis DRH Europe du Sud pour Lexmark. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour partager mon expérience et discuter de ce sujet aussi qui me tient particulièrement à cœur. Merci Sandrine de nous faire l'honneur d'être avec nous. Benjamin, je te laisse prendre la suite, te présenter. Merci Aurélia. Donc moi je suis Benjamin Sachs, je suis consultant et formateur. J'accompagne les entreprises dans leur transformation. Alors ce sont des transformations qui ont souvent des composantes multiples et complexes, culturelles, organisationnelles, managériales et puis bien sûr des grosses composantes digitales. Et finalement, au travers de ces activités-là, depuis aussi une vingtaine d'années, j'ai pu développer un regard à la fois en tant qu'homme sur la place qu'on laissait aux personnes dans les entreprises, et notamment à l'occasion des transformations, mais aussi j'ai pu témoigner et me faire ma propre idée aussi de la place qu'on pouvait laisser aux femmes dans les entreprises. Et donc, c'était intéressant de pouvoir préparer et co-animer ce webinaire avec Aurélia et Sandrine. Merci à vous de nous avoir rejoints. Oui, merci à toi. C'est vrai que c'était important pour nous d'inclure la dimension masculine, puisque le sujet des femmes ne concerne pas que les femmes. Donc, on est ravis de pouvoir le faire. Alors, ce que je vous propose, c'est rapidement de faire un petit point organisationnel et de vous présenter aussi le plan de notre webinaire. Donc, on aura 3 temps. Le premier où on va présenter ce qu'est le plafond de verre. Un second temps où on va vous donner des pistes pour comment déjouer ce plafond de verre. Et un temps de questions-réponses, mais en fait, on en aura 2, un après la présentation du plafond et un après les pistes pour déjouer le plafond de verre. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment envie que ce soit le plus interactif possible et de pouvoir répondre au mieux à vos questions. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez dans le chat qui est sur la droite nous indiquer en quelques mots votre profession pour qu'on sache un petit peu aussi les personnes qui sont là et qui nous écoutent et qu'on puisse cibler au mieux. Voilà. En termes de durée, donc on est parti pour 1h30, on terminera à 11h30. Et on va commencer en fait par vous proposer un sondage pour justement connaître vos attentes sur ce webinaire. Alors, pour le sondage, vous verrez que vous avez sur la droite un onglet sondage où vous allez pouvoir répondre à cette question. Donc, il ne faut pas répondre dans le chat, mais il faut vraiment répondre via le sondage. Donc là, je termine de le créer et je vais l'envoyer. Donc là, je vais lancer qui...
Hop. Voilà. Donc, normalement, vous devriez voir un sondage qui s'est affiché, où vous allez pouvoir nous indiquer vos attentes pour ce webinaire. Donc, la première, ce serait de clarifier la notion du plafond de verre. La seconde, ce serait de se trouver des solutions concrètes pour le déjouer. Troisième attente, identifier vos limites, vos freins. Et enfin, un autre champ plus personnel, autre. Et dans ce cas, on vous invite à l'indiquer dans le chat. Alors, je vais vous laisser quelques dizaines, quinzaines de secondes. Alors, on me demande si le support sera disponible. Alors, on enverra, oui, le support à la fin. À la fin. Alors, je vais clôturer le sondage. Je vous laisse encore quelques secondes. Et je vais partager les résultats. Donc, normalement, vous allez voir les résultats. Je ne sais pas si vous les voyez, Sandrine et Benjamin. À 52%, les attentes sont trouver des solutions concrètes. C'est super de le savoir, comme ça on va adapter. 36% identifier vos propres limites et 12% clarifier la notion. Donc super, de toute façon tout se recoupe, hein, puisque identifier ses propres limites aidera à trouver des solutions concrètes. Donc c'est parfait et ça nous amène donc sur le plan que je vous ai déjà indiqué. Donc qu'est-ce que le plafond de verre? Du coup on va peut-être être un petit peu plus rapide sur ce point puisqu'il y a moins de personnes qui souhaitent clarifier. Comment le déjouer? Et ensuite les questions-réponses. Alors, plutôt que parler de plafond de verre, on va parler de cage de verre. Et symboliquement, ce sera peut-être plus simple pour comprendre la notion. Donc, Benjamin, si tu veux nous présenter ce qu'est la cage de verre. Merci Aurélia. Historiquement, la notion de plafond de verre est issue de plusieurs pensées, déjà de films dans les années 40, puis ensuite la sociologie s'y intéressait et a commencé à lui trouver son champ d'application par rapport aux femmes dans les entreprises, à la fois en horizontal par rapport au secteur et aux activités qu'on pouvait leur confier, et puis en vertical sur l'ascension, la progression et l'accès à des postes à responsabilité. Et puis voilà, ça a fait son chemin jusqu'en France et avec plusieurs appellations. Nous, on a choisi de parler de cage de verre pour deux raisons. La première, c'est que ça nous paraissait important de dire que ce plafond de verre reposait sur quelque chose, qu'il n'était pas une abstraction dans lévitation, mais qu'il reposait ce plafond sur des parois. Et finalement, ça nous permet de regarder, de distinguer de quoi est constituée cette cage de verre. Il y a une partie qui est ce que l'on connaît habituellement, c'est ces parois, ce cadre limitant qui permet d'exister d'une manière en raison de limitations qui sont d'origine culturelle, institutionnelle, liées à l'éducation, au poids de l'histoire aussi, on va en parler dans quelques secondes, mais aussi cette partie interne qui serait notre propre plafond, qui est plutôt sur le versant interne, avec nos propres croyances limitantes et notre propre histoire et l'héritage qui fait qu'on fonctionne avec un certain plafond qui nous est propre. Pour ce qui est des parois, ce qui paraît intéressant, c'est de se dire que finalement, il est constitutif d'un héritage historique de longue date, puisque déjà, lorsqu'on imagine la préhistoire, on se dit que l'homme, c'est plutôt celui qui va au boulot. Alors, au boulot, il va chercher à manger. Et puis, la femme est à la maison, en tout cas dans son foyer, en train de faire à manger et s'occuper des enfants. Et ça, dans toutes les représentations et la manière dont on a raconté l'histoire, finalement, c'est ce qu'on visualise sur... ah oui, j'ai sauté le squeeze. Non, après, On pourrait revenir si ça t'embête pas. Merci. C'est finalement qu'on s'est rendu compte,
assez récemment qu'avec des découvertes archéologiques, qu'en fait, pas du tout, la femme aussi était cueilleuse et chasseuse et elle allait autant au boulot que l'homme. Et se dire que depuis l'homme préhistorique et la femme préhistorique, on a regardé l'un et l'autre avec une certaine représentation, on peut même s'étonner qu'il en reste encore des stéréotypes encore forts. On a vu évidemment des stéréotypes évoluer, s'enrichir, alors pas toujours du bon côté, mais finalement cet homme qui va travailler et qui a cette mission, en tout cas dans celle qu'on raconte, bah, c'est aussi l'homme fort, et cette injonction pour la femme d'être plutôt un objet de désir et de devoir jouer sur le terrain de cette attraction. Et pour l'homme comme pour la femme, ça pose la question de comment j'existe par rapport à ces représentations. Est-ce que j'ai le droit d'être un homme qui n'est pas fort et qui n'a pas envie d'aller chasser, mais qui a plutôt envie de faire à manger et qui a plutôt envie d'exister sur d'autres volets? Alors bien sûr, les choses ont évolué et on se rend compte d'ailleurs, lorsqu'on fait des recherches sur Google, que les résultats que Google nous propose, ce sont des propositions qui sont basées sur les algorithmes qui sont nourris par nos propres recherches et les propres résultats qu'on propose. Oui, il y a des clichés. Lorsqu'on tape le mot homme, on voit plutôt des hommes qui sont très sur d'eux, avec des postures d'hommes un petit peu dominants pour certains, et puis on voit que l'homme devient aussi un objet avec l'évolution de la société. Donc il y a des résultats qui commencent à ressembler à ce qu'on peut retrouver chez les femmes, mais les résultats chez les femmes mettent quand même en avant des caractéristiques plutôt sur le physique, et il y a peut-être moins de variété dans les représentations. Et finalement, ce qui était intéressant, c'était de se dire, on est conditionné dans ce cadre, avec ces parois de verre, à une évolution de la société, au travers bien sûr de l'histoire, mais encore d'autres choses comme l'évolution des lois, l'évolution des organisations. On reviendra sur cette partie historique. On voulait vous proposer un petit quiz justement pour vous proposer de vous mouiller et nous dire, à votre avis, dans les entreprises du CAC 40, combien de femmes sont à la tête de ces entreprises. Donc Aurélia va vous proposer un petit quiz. Ouais. On a 3 propositions. Je viens de le lancer. Super. Alors d'après vous, est-ce qu'il n'y a aucune femme qui est à la tête du CAC 40 aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il y en aurait 5? Je vous laisse répondre intuitivement. Et je vous laisse quelques secondes encore. 0, 1 ou 5. Et alors, je vais clôturer. Alors, on a 4% de réponses pour aucune femme, 62% de réponses pour une femme et 35% de réponses pour 5 femmes. Et la réponse est effectivement une femme. Une seule, et encore, c'est assez récent puisqu'il s'agit de Catherine McGregor, qui est PDG d'Engie et qui, en fait, a été nommée en mars 2021, ce qui fait qu'en fait, en 2020 et début 2021, il n'y avait aucune femme PDG dans les entreprises de CAC 40 en France. Donc voilà, Catherine McGregor s'est dit que c'est important de la nommer, puisqu'en fait, elle est seule à ce poste. Quand on voit en fait que pour toute la population de cadres, les femmes sont très souvent plus nombreuses que les hommes. Donc voilà, 62% d'entre vous aviez vu juste, une seule femme. Alors, donc on va avancer sur la présentation. Là, on est toujours sur le contexte, en fait, qui nous semble important, puisque
si on parle de plafond de verre en entreprise, c'est un sujet systémique, donc qui s'inscrit aussi dans un contexte plus global, qui est le contexte de notre société, de notre histoire. Benjamin vous l'a déjà présenté par tout ce qui est représentation et la façon dont l'histoire aussi a été racontée, plus par les hommes que par les femmes. Et donc, certaines femmes ont été oubliées aussi de l'histoire, donc tout ça, ça joue. Là, on va vous donner des points clés en termes de loi, notamment rappeler que, en fait, le droit de vote des femmes existe depuis seulement 1944. Donc 75 ans à peu près, donc c'est nos grands-mères qui ont pu voter et nos mères aussi. Donc voilà, ça reste encore très récent et c'est important, je pense, de l'avoir en tête pour ce contexte-là. Une autre date qui nous a paru intéressante, c'est en 1965, le fait qu'une femme puisse choisir sa profession et ouvrir un compte bancaire sans l'accord de son mari. Et pour l'anecdote personnelle, moi je sais que ma maman a pas été très heureuse encore plein d'années après de recevoir des courriers qui étaient au nom de madame avec derrière le prénom de mon père et le nom de famille. Comme si on ne pouvait pas lui accorder son existence propre totale avec son prénom. Et on voit que déjà, oui, 1965, et derrière, moi je vous parle de choses qui arrivent, qui sont passées encore dans les années 80-90, et donc qui avaient la peau dure. Et ensuite, c'est 1972, enfin, la première loi qui impose le même salaire homme-femme. Alors, on sait très bien qu'entre la théorie et la pratique, il y a un grand écart. Et c'est pour ça que d'ailleurs, cette première loi va être suivie d'une succession d'autres lois ensuite, dont des plus récentes dont on parlera tout à l'heure avec les quotas. Mais cette première loi, il nous semblait aussi important de la signaler. Vous connaissez l'adage à travail égal, salaire égal. Ça a été voilà, le début de la volonté d'installer une parité. Il y a encore du chemin à faire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant pour l'égalité de salaire, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui regardent les salaires femmes et hommes, mais qui regardent aussi les coûts indirects supportés plus par les femmes que par les hommes. Ne serait-ce que la charge à la maison ou d'autres dépenses qui ne seraient pas supportées par les hommes. Donc voilà, ça se précise. Autre loi qui est encore plus récente et pour moi qui fait des études de droit, je m'en souviens très bien, c'est l'expression bon père de famille qui était utilisée dans le Code civil et qui est un adage de notre langage qui est la gestion en bon père de famille. Donc c'est aussi culturellement, on associe quelque part la gestion au fait d'être un homme. Donc, ne serait-ce que dans le langage courant, on a cette notion qui imprègne nos croyances en tant que femme. Plus récemment, une illustration qui est assez intéressante, c'est que on double le nombre de jours pour le congé paternité, mais ça pose toujours la question d'y avoir recours. Et puis pour un homme aussi de se sentir légitime à dire ok, j'embrasse mon rôle de père, j'embrasse mon rôle de présence auprès de ma femme ou auprès de mon enfant ou en tout cas au foyer et de se dire je vais moins prioriser ma carrière et puis peut-être qu'à ce moment-là, dans mon entourage, même si c'est de moins en moins vrai, mais il y a toujours des réticences, ou en tout cas des effets miroirs qui ne sont pas toujours dans l'encouragement pour ne pas prioriser justement la carrière. Mais en tout cas, on se dit que 2021, c'est vrai que ça arrive tard pour pouvoir notamment soulager son épouse ou sa compagne, qui, elle, pourra à ce moment-là avoir d'autres activités, notamment professionnelles. Alors ensuite, les quotas, vous en avez tous entendu parler. Je pense on en a beaucoup parlé dans la presse et dans les médias en général. Donc les quotas avec donc la loi Copé-Zimmermann de 2011 qui impose un quota minimal de 40% de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance. Bon, donc là, on voit bien qu'on vise les grosses entreprises. 10 ans plus tard, donc, le Parlement français a voté l'introduction de quotas de genre dans les équipes de direction des entreprises de plus de 1000 personnes aussi.
Les objectifs fixés sont de 30% minimum de l'un ou l'autre sexe d'ici 2027 et 40% d'ici 2030. Voilà. Alors, heureusement que pour les plus petites entreprises, on a aussi l'index égalité professionnelle, femmes-hommes, qui, je trouve, a apporté beaucoup de positifs là, ces 2-3 dernières années selon sa taille de l'entreprise, et donc qui est valable aussi pour les entreprises de plus de 50 salariés, avec un indice donc, qui est noté sur 100. Et si on a une note inférieure à 70, on a 3 ans pour rectifier le tir et prendre des vraies actions correctrices par rapport donc, aux différents critères sous peine de sanction. Donc ça, je trouve que c'est bien de le souligner parce que pour moi, ça a été un moyen, enfin, de mettre en application la loi sur l'égalité salaire et d'avoir un sens pratique pour faire appliquer cette loi. Merci. C'est vrai qu'on pourrait se dire que pourquoi avoir des quotas, ça devrait tomber sous le sens, mais les quotas permettent en fait d'accélérer les choses, de mettre en pratique et les sanctions également. Donc c'est vrai qu'il y a tout l'aspect théorie, mais il y a l'aspect pratique qui est important à souligner. Ensuite, donc on va avancer toujours sur cette notion du plafond de verre d'un point de vue aussi plutôt entreprise et montrer en quoi l'évolution des sociétés a un impact aussi sur l'évolution au sein des entreprises. Donc, on va avoir les crises économiques, notamment, par exemple, pendant les guerres, les femmes ont pris des postes qui étaient tenus par les hommes, ce qui a permis ensuite de faire évoluer certaines choses. On a aussi l'aspect législatif, donc les lois, on l'a vu tout à l'heure, avec les quotas, mais aussi les programmes en interne, les programmes d'entreprise, les évolutions des organisations. Typiquement en entreprise, on passe de plus en plus d'une organisation très pyramidale, très horizontale, avec quelque chose quelque chose de vertical, pardon, à plus horizontal, avec quelque chose de plus collaboratif. L'impact aussi de modèles inspirants, parce que beaucoup de femmes ont pu se moduler pour correspondre à des modèles entre guillemets masculins, par manque de femmes inspirantes ou par manque de modèles féminins. Donc tout ça fait qu'en interne, au sein des entreprises, là on est vraiment dans une période propice à beaucoup plus de changements, beaucoup plus de diversité. Et on va vous dérouler un petit peu chaque mode d'organisation. Peut-être, Benjamin, si tu veux parler du management, oui. l'approche qui change aussi en termes de management. Oui, exactement, Aurélien. On peut imaginer qu'il y a un siècle, dans les entreprises, la manière de manager la plus normale, entre guillemets, celle qui était la plus répandue, c'était plutôt une approche paternaliste, autoritaire. Et progressivement, on voit bien les effets de l'évolution de la société dans les entreprises, où on se dit, un manager, c'est pas forcément la personne qui impose avec un ton agressif, mais il a quand même une posture de coach, d'accompagnant, de facilitateur, et la manière d'exister en tant que leader, que ce soit pour un homme manager ou une femme manager, c'est pas forcément d'être autoritaire, mais ça peut être aussi dans la proximité, avec le développement de relations humaines qui n'avaient pas forcément leur place hier. On a aussi dans la manière d'exister justement ce côté je suis un leader, je suis celui qui en impose et m'impose, et ça a pu avoir l'effet pervers pour les femmes qui voulaient prendre leur place en tant que leader, de se dire finalement, est-ce que je dois être dans la caricature du loup de Wall Street, ou est-ce que j'ai la place pour exister différemment et être un leader avec ma propre approche et ma propre manière d'emmener et de mobiliser les équipes. Ouais. Oui, il y a toute une notion aussi autour du leadership et d'avoir plusieurs modèles de leader, et que le leader n'est pas seulement, comme tu disais, la caricature de quelqu'un qui tape du poing sur la table, et qu'on peut en fait, comme Sandrine, garder ses qualités
qui sont entre guillemets associées aux femmes, même si on n'est pas dans la caricature, mais plus d'empathie, plus de douceur, tout en étant capable de poser ses limites et en étant un leader en fait. Ce qui pose d'ailleurs problème aussi pour les hommes, pardon, c'est que ça peut être aussi la même injonction, c'est-à-dire, moi je suis un homme, si je dois être un leader, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je parle fort? Est-ce qu'il faut que je sois brutal et que je sois dans un mode d'imposition constamment? Parce que c'est ce qu'on en attendrait. Et cette évolution-là, elle est bénéfique pour les femmes comme pour les hommes qui peuvent se permettre d'exister sous différents modes. Excuse-moi, Sandrine. Non, non, je souris parce que j'espère qu'on n'attend plus justement un leader directif et qui tape du poing sur la table, parce que moi, ça ne me parle pas du tout. Je pense que oui, peut-être qu'il y a 40 ans, c'était encore le cas. Pour moi, le vrai leader, c'est un leader accompagnant, coach, qui inspire. Je pense que c'est ça qu'on cherche tous hein, dans son milieu professionnel et personnel évidemment, mais dans le milieu professionnel, on cherche à être inspiré avant tout et c'est ce qui nous fait avancer. Donc le leader qui pointe sur la table, qui tape sur la table, voilà, on s'en passera volontiers. Je pense que tout cela est bien dépassé. Alors, ce qui nous a permis aussi d'avancer dans la société et dans l'entreprise, c'est les pratiques de travail, les modes de travail. J'ai trouvé que dans cette crise sanitaire qui a été dramatique dans certains cas et qui a plombé tout le monde, toutes les fonctions RH. Et là, j'ai une pensée pour tous mes collègues qui sont présents parce que ça a été une période très, très compliquée car inédite. Mais en tout cas, après avoir fait le bilan de cette crise sanitaire, moi, ce que j'ai trouvé, et là où on a su tirer parti de cette crise, c'est que ça a été un vrai accélérateur de modification de pratiques de travail, et notamment donc sur le télétravail. On n'était pas très en avance en France sur le télétravail. Alors tout ça après dépendait de la bonne volonté des groupes et des dialogues sociaux en place. Mais en tout cas, moi, je suis une fervente partisane du télétravail hybride, parce que je ne crois pas non plus au télétravail permanent 5 jours par semaine, qui pour moi est un extrême, qui convient à certaines personnes, mais souvent à une minorité. Donc, c'est vrai que le télétravail hybride s'est beaucoup mis en place ces 24 derniers mois de façon d'abord brutale pour certaines entreprises et ensuite souhaitée pour d'autres. Et c'est vrai qu'en tant que femme, homme, parent, le télétravail a beaucoup d'avantages parce qu'on s'autorise par exemple à faire une pause dans la journée pour aller chercher ses enfants à 4h30 à l'école lorsqu'ils sont encore en primaire. Et ça, c'est une joie dont il ne faut pas se passer pour pouvoir ensuite reprendre ses dossiers et ses calls dans la soirée, mais si besoin, en fonction de son organisation. Oui, c'est vrai que ça permet un équilibre vie pro, vie perso, un gain de temps. Et pour le coup, je pense que ça permet aussi à de nombreuses personnes de retrouver un peu plus de latence sur leur activité personnelle et de gagner en qualité de vie. Si tant est que le télétravail soit bien géré, on en parlera aussi tout à l'heure par rapport aux limites, mais c'est sûr que c'est une opportunité et des études montrent que de plus en plus d'entreprises en fait misent, comme tu disais, sur ce côté hybride avec présentiel, distanciel. Ok, alors Benjamin a disparu. On ne te voit plus. Mais il est là. Pourtant, ma caméra est activée. Vous me voyez là? Ouais. Ok. Ouais. Et vous m'entendez? On t'entend. Ok. Alors, je vais vous parler un tout petit peu des modes d'existence pour simplement traduire le fait que les individus, les femmes, nous permettra d'aller plus en avant sur la suite et les solutions. C'est de se dire, exister dans une entreprise hier pour un collaborateur, c'était quand même vivre sous le poids de l'institution, des traditions, dans des entreprises qui étaient très fermées et qui étaient très tournées vers le produit ou le service qui était leur métier.
Aujourd'hui, quand on voit l'évolution des organisations, on se dit quand même que on est sur des sur les relations, les interdépendances, dans des environnements assez complexes, qu'il y a quand même une tendance à l'individuation où chacun arrive avec son identité, sa personnalité, en tout cas avec une quête de se dire moi à la maison j'utilise des iPads, il n'y a pas de raison qu'en entreprise j'utilise des vieux logiciels tout pourris. Et de la même manière, moi j'ai envie d'arriver à l'heure que je veux parce que je ne suis pas du matin, mais j'ai envie de terminer plus tard le soir. Et finalement, la manière qu'on a d'arriver avec notre propre manière d'exister dans le monde, dans la société, puisque elle-même nous a fait une place différente, ça se traduit dans cette individuation et cette recherche d'existence différente dans l'organisation. Et ça veut dire que ça pourrait laisser place de la individus et notamment aux femmes pour exister différemment sans ce poids et cet héritage. Ouais. Et ça me fait penser à une anecdote personnelle que je voulais partager. Et je l'avais partagée sur LinkedIn. J'avais eu pas mal de retours d'autres femmes. En fait, quand j'étais en cabinet d'avocat, j'avais déjà les cheveux bouclés, mais je faisais tout le temps des brushings parce que je pensais que je n'aurais pas l'air assez sérieux avec mes cheveux bouclés. C'était vraiment une croyance, en fait. Je ne me rendais même pas compte à quel point c'était une forme de discrimination que je m'imposais à mon égard. C'était aussi par manque de représentation, par manque de personnes qui pouvaient me ressembler. Je trouve que ça a beaucoup évolué depuis. Et en fait, le fait d'avoir arrêté, alors l'idée, c'est pas de dire il faut se faire des brushings ou pas des brushings, c'est pas vraiment la question, mais c'est l'intention derrière en fait. C'est que parfois on va adopter des comportements en pensant que ce sont des comportements qui sont ceux qui sont attendus de l'extérieur pour correspondre à une certaine image. Et en fait, en faisant ça, on ne fait pas forcément évoluer les choses. Donc, c'est intéressant aussi de voir, et on en parlera tout à l'heure, intérieurement ce qu'on croit devoir être pour répondre à des exigences de professionnalisme, de sérieux. Et j'ai eu beaucoup de retours de femmes en entreprise, en cabinet d'avocat, qui me disaient c'est pareil pour moi, je n'ose pas être naturelle, j'ai l'impression que je ne vais pas être sérieuse, prise au sérieux, etc. Donc, ce qui est faux en fait, mais le tout aussi, c'est voilà, de s'assumer. C'est pas une revendication, c'est pas un conflit de s'assumer tel que l'on est en fait. C'est simplement participer à plus de diversité. Petit écho d'ailleurs, Aurélia, sur le sujet capillaire, puisque ça m'évoque une anecdote perso, mais je trouve que c'est sympa le versant homme. Moi, j'ai fait le choix au moment dans ma carrière de consultant de me laisser pousser les cheveux, donc j'avais les cheveux longs avec un chignon. On n'était pas nombreux, pour ainsi dire, j'en avais rencontré aucun à l'époque. Ensuite, je les ai coupés et je les ai décolorés et, en blond platine. Et pour le coup, bon, je pense que je n'étais ni un meilleur ni un moins bon consultant, mais en tout cas, le regard des autres et de ce que ça renvoyait, évidemment, posait la question de la masculinité, du sérieux aussi. Mais finalement, cette existence dans l'entreprise, elle est souvent induite par des choses qui sont dites, mais la plupart du temps, ce sont des regards, ce sont des non-dits. Et c'est ça qui rend le sujet complexe, parce qu'on ne sait plus finalement comment s'y attaquer. Alors, effectivement, comme Aurélia ou comme je l'ai lu, c'est se dire, bon, finalement, oui, on a le droit d'exister, on y va. Mais ça se pose aussi pour les hommes, donc on peut imaginer dans quelle mesure c'est encore plus un poids pour les femmes. Ouais. Alors, on va avancer avant de faire une autre session de questions-réponses. On vous propose un nouveau sondage pour illustrer un petit peu le contexte sur l'écart de rémunération. Alors, à supposer qu'il y ait un écart de rémunération en 2021 entre les hommes et les femmes, à la baisse ou à la hausse, hein, à vous de voir, de combien serait-il? Donc, on partirait du principe, si on imagine qu'il était inférieur, 7% inférieur, 17% ou 29%. Pareil, j'ouvre les votes et je vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, toujours sur la droite, comme tout à l'heure, pour voir le sondage. Alors, je vous laisse encore quelques secondes et je clôture.
Allez, je clôture. Hop. J'espère que tout le monde aura pu répondre. Alors, normalement, vous avez dû voir les réponses. Je ne sais pas si vous les voyez, Sandrine, Benjamin. Oui. Ouais. Donc, majoritairement 17%. Donc, vous êtes 54% à considérer qu'il y aurait 17% d'écart. Vient ensuite 29%, 38%. Et enfin, 7%. Et la bonne réponse est, Sandrine, je te laisse. Oui, donc la majorité d'entre vous avait un bon discernement sur le sujet parce qu'effectivement, l'écart de rémunération subsiste à 17%. J'ai vu dans le chat tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait c'est dommage qu'on soit obligé de mettre en place des quotas. Mais s'il y a eu toutes ces lois derrière, après la loi de 72, et ces injonctions, ces obligations, c'est justement pour que les entreprises bougent et prennent des décisions et ne restent pas dans l'immobilisme. Voilà, je pense qu'au moins il y a eu des actions en France et on est plutôt bien placé en France sur le sujet quand on se compare à nos collègues européens. Car on a obtenu récemment la première place. Alors, c'était une étude qui avait été faite donc, en Europe. Et, attendez, je suis en train de retrouver la page. En tout cas, on avait obtenu une des premières places en termes d'égalité de salaire. Donc, pour moi, ça avait été une surprise parce que je pensais qu'on était mal positionnés. Mais finalement, nos collègues européens sont aussi à la traîne. Donc, on est plutôt bien positionné dans un système qui n'est pas encore au point. Voilà, on va se dire. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Pas. Ok. Oui, ça y est. On t'entend maintenant. Je vous disais qu'avant de continuer sur la suite, on va passer un temps, une dizaine de minutes de questions-réponses sur cette première partie, sur la notion de plafond de verre, donc toutes ces notions de quotas, d'égalité de salaire, de management. Enfin, voilà. On vous laisse poser vos questions dans le chat. On va également répondre à celles qui sont déjà posées. Je vais regarder un petit peu. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. Alors, il y avait Émilie, c'était plus une remarque qui disait « Je me permets de faire de la sémantique. L'homme n'est pas là pour soulager son épouse, sinon cela implique qu'il est normal qu'elle soit en charge de toutes les tâches ménagères. C'est un membre de la famille et un parent à part entière. » Oui. Alors, on a peut-être utilisé le terme « soulager ». C'est vrai qu'on en parlait justement dans la préparation du webinaire, c'est que parfois, on peut se surprendre soi-même à utiliser des termes. Je vous avais partagé une anecdote où je disais ah ben, je suis contente, mon compagnon m'aide, comme si en fait c'était à lui de m'aider et que tout reposait sur moi, mais il m'aidait et que je devais déjà être contente qu'il m'aide. Alors qu'en fait, oui, on est sur quelque chose d'égalitaire. Et donc, désolée pour le terme soulager, c'est vrai que ça montre aussi à quel point on est imprégné par l'inconscient collectif et par ces notions. Les parois, les fameuses parois. Alors, une autre question qui était, la loi Rixin mentionne-t-elle le genre ou le sexe? Le genre, il me semble que c'est le genre. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont encore plus expertes que moi, mais sur le sujet. Mais justement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est le genre qui est mentionné. Et donc, on tend à favoriser en fait la minorité, parce que c'est important aussi. Dans certaines entreprises, il y a plus de femmes qui sont représentées, où les femmes pourraient peut-être potentiellement être mieux rémunérées.
Et donc, c'est bien une égalité de genre qui est prônée par la loi. Ok, merci. Une autre question de Elsie. Nous savons déjà que les grilles salariales sont là pour neutraliser les inégalités de salaire hommes-femmes, mais la valeur du travail est-elle comptée sur le temps de présence ou la stratégie du poste? Je vais peut-être te laisser répondre, Sandrine. Je pense que tu as plus d'expérience d'un point de vue pratique, mais je te répète la question. Nous savons que les grilles salariales sont là pour neutraliser les inégalités hommes-femmes. Déjà, est-ce que tu nous confirmes dans la pratique, est-ce que ces grilles ont pour vocation à neutraliser les différences de salaire entre hommes et femmes, ne serait-ce qu'implicitement? Oui, implicitement, oui, les grilles de salaire en entreprise, elles sont là avant tout pour rémunérer un poste à la valeur du marché et d'avoir un minimum et un maximum. Pour moi, d'ailleurs, dans ces grilles, pour moi, à la base, il ne devrait pas y avoir de notion de femme ou homme. On regarde qui occupe la fonction et on s'assure que cette personne, qu'elle soit homme ou femme, soit dans ces bornes-là. Alors après, j'aime beaucoup la référence au temps de présence. Mais la valeur du travail est-il comptée sur le temps de présence ou la stratégie du poste? Alors, en fait, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Alors, pour moi, la valeur du travail n'a rien à voir avec le temps de présence, évidemment. Et justement, grâce au télétravail et à cette modernisation des pratiques de travail dans l'entreprise, je trouve qu'on est en train de dépasser ce temps de présence. Cette notion de temps de présence qui a été très importante jusque-là dans les entreprises. Dans les entreprises, en tout cas, que moi j'ai fréquentées et dans mon actuel, voilà, pour les cadres au forfait jour, on n'est pas là en train de regarder à quelle heure arrive la personne, à quelle heure elle sort, elle prend le temps de pause dont elle a besoin. Pour rappel, un cadre au forfait jour est libre d'organiser son temps de travail comme il le souhaite. Il est référencé sur une réalisation de mission. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir répondu à la question parce qu'après, je ne comprends pas la référence à la stratégie du poste. Je ne sais pas si la personne veut peut-être compléter. Ouais, préciser. Ce qu'on pouvait dire aussi, peut-être, c'est aussi dans le management, la traduction, d'avoir le collaborateur sous la main et de se dire, ah, bah, il est à côté de moi, donc il travaille. Les 2 dernières années ont quand même été une marche forcée pour les entreprises à réfléchir différemment. Notamment, voilà, en tant que consultant formateur, on nous demande d'accompagner les managers sur le management à distance pour aussi renforcer la confiance au travers d'une autre manière de manager, se dire c'est pas le présentéisme ou c'est pas la présence sur site qui fait qu'on est efficace au travail et qu'on s'y sent bien, mais qu'il y a une autre manière pour le manager d'accompagner les collaborateurs. Et ça veut dire aussi de prendre en compte ce que tu disais tout à l'heure, Sandrine, que la journée va être aménagée différemment, avec des plages, que parfois les visios peuvent être perturbés avec des sons d'enfants qui sont dans les parages. Mais c'est justement de pouvoir aussi accompagner en tant que manager les hommes et les femmes sur cette gestion différente de oui, je suis à la maison en train de travailler, mais aussi d'avoir les enfants à côté et d'organiser la journée différemment. Oui, et ce présentiel, pour moi, il est de plus en plus obsolète, et notamment lorsqu'on travaille dans des groupes internationaux. Je suis sûre qu'il y en a parmi nous. Le fait qu'on soit basé à son bureau ou à domicile, ou d'ailleurs dans sa maison de campagne ou dans une chambre d'hôtel, en fait, on peut tout à fait exercer sa fonction et être en lien avec ses différents interlocuteurs à l'étranger sans que ce soit un problème pour personne. Elsie avait précisé, en fait, oui, d'accord, par temps de présence, elle parlait plutôt de congé maternité. Si la femme arrive à 27 ans sur un poste sans enfant, il va y avoir une probabilité qu'elle fasse 1 voire 2 départs en congé de maternité. Mais je comprends bien, c'est un petit peu l'impact des congés maternité sur l'évolution de salaire qui, finalement,
par manque de temps de présence, impacterait plus les femmes que les hommes. Je pense que c'est là. Oui, alors il y a des lois qui existent aujourd'hui et qui protègent les congés maternité et le retour au congé maternité. Et alors, d'un point de vue RH, moi, je trouve que c'est une chance justement d'intégrer une collaboratrice ou un collaborateur d'ailleurs aujourd'hui qui pourrait adopter un enfant. Je pense là au foyer, alors monoparentaux ou mixte ou non mixte d'ailleurs. Et je trouve que de pouvoir intégrer des collaborateurs qui ont 28 ans et qui ont ce projet de vie va être forcément bénéfique à un moment donné pour l'entreprise. Parce que moi-même, d'être mère, c'est le rôle que je préfère et ça m'a apporté beaucoup dans la confiance que j'ai en moi et dans mon épanouissement à la fois personnel et professionnel. Donc, d'avoir des dirigeants d'entreprise qui pensent à la petite semaine et qui se disent « Ah oui, il va y avoir une absence pendant 3-4 mois », je trouve que c'est très réducteur. Et je pense que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut regarder les choses. Alors, autre remarque sur les quotas. C'était simplement une remarque qui disait que c'était un petit peu dommage de devoir passer par des quotas. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, oui, c'est vrai que c'est dommage, mais peut-être que en pratique, c'est ce qui va permettre d'avancer plus rapidement que si on laissait les choses se faire de manière naturelle. Alors, une autre question, Faisal qui demande, est-ce que vous constatez une évolution des mentalités chez les nouvelles générations en entreprise, les 20-25 ans par exemple? Alors, moi, je dirais oui. Et justement, je trouve qu'on a un rôle à jouer tous, si on a la chance d'être parents, d'influencer les futures générations, les générations à venir. Il y a eu que du mieux. Mais il peut y avoir des vieux réflexes, et on verra pourquoi d'ailleurs, avec nos croyances limitantes et notre cage de verre. Donc, heureusement, les choses s'améliorent. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a encore du chemin à faire. Ce qu'on peut dire aussi, pardon. Non, je t'en prie, vas-y. Non, simplement, ce que j'ai pu noter pour l'évolution, pour répondre à Faisal, c'est qu'il y a encore 10-15 ans, je trouvais lorsqu'on était que en présence d'hommes, il y avait ces vieux réflexes quand même de dire quand je vais faire une vanne un peu misogyne ou limite homophobe, que j'ai le droit puisqu'on est entre hommes et puis que tout le monde se sent obligé de rigoler. Alors, deux choses. La première, c'est qu'en tant qu'homme, ça demandait un certain courage de dire non, ta vanne est pas drôle et elle est déplacée. Et puis de constater aussi qu'en face à face, les personnes ne se comportaient pas pareil. Donc il y avait aussi l'effet de groupe. Et je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, en tout cas quand j'en fréquente dans les entreprises, sont beaucoup moins dans ce type d'humour et de sous-entendus. Et des levées de boucliers qui sont ce réflexe est plus nombreux. Donc pour rejoindre ce que dit Sandrine, c'est encourageant. Ça va plutôt dans un meilleur sens. Ouais, je suis assez d'accord. Et du point de vue, on va dire aussi entrepreneur, milieu dans lequel j'évolue depuis 3 ans, je note à quel point les jeunes, donc vraiment la vingtaine, jeune génération, déjà, on a beaucoup plus d'hommes féministes qui assument le fait d'être féministes. Il y a moins de questionnements sur l'égalité homme-femme parce que j'ai l'impression que c'est plus naturel en fait pour eux. Et puis, du point de vue des jeunes femmes, je trouve qu'elles sont beaucoup plus dans l'action que des jeunes filles, des jeunes femmes de ma génération, et qu'elles se posent moins de questions et qu'elles attendent moins en fait de validation extérieure que certaines femmes ont pu attendre et peuvent encore attendre. Donc, encore une fois, voilà, c'est des généralités, mais en tout cas, je trouve qu'au niveau des jeunes gens, c'est quand même assez encourageant. Et je vois la remarque d'Aurore. Déjà, si les recruteurs pouvaient arrêter de partir du principe qu'une femme veut et peut forcément avoir des enfants, ce serait bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Aurore, parce que c'est pareil, c'est pas un seul schéma de vie ici à suivre. Chacun va trouver son propre chemin.
Et il n'y a pas de modèle type. Donc, à 28 ans, on n'a peut-être pas forcément non plus on n'a pas forcément envie d'avoir des enfants. Voilà. Ouais. Et puis, on peut ne pas avoir envie d'en avoir aussi, tout en Du étant tout. femme. C'est vrai que ouais, c'est un sujet encore. Alors, il y avait une autre question. Fatima, qui travaille dans la fonction publique assistante RH, qui nous dit: pensez-vous que la discrimination positive ou l'instauration de quotas de femmes assurant de hautes fonctions soit une bonne chose pour la cause féminine, ou est-ce qu'elles peuvent nous desservir? J'ai souvent eu ce type de questions en entretien et j'avoue que j'avais peur de m'exprimer là-dessus en tant que femme. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est que peut-être que dans le principe, la discrimination positive est contestable, puisqu'en fait, elle ne devrait pas exister dans la mesure où on est égaux. Mais dans les faits, dans la pratique, si on attendait que les choses se décantent d'elles-mêmes, sans quota, sans discrimination positive, on pourrait patienter encore des siècles peut-être. Donc, C'est ça. et puis, il y a les lois aussi qui peuvent permettre d'en parler plus facilement, j'imagine, même si elles ne concernent pas forcément toutes les organisations, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis le temps que ça prend, c'est-à-dire que la mise en place d'un quota ou d'enfin pouvoir donner le droit de vote aux femmes alors qu'elles ont contribué aux efforts des deux guerres, on voit bien que ça n'a pas un effet immédiat. Ces quotas ou ces lois, elles mettent du temps à produire des effets. Alors il y a toujours une manière de dévoyer les quotas en disant que c'est de la discrimination positive, c'est de la discrimination. C'est de toute façon pas un monde parfait et je comprends la difficulté de la personne qui pose la question de dire je suis pas à l'aise pour aborder le sujet, mais on dit tient pas nous en tant que personne une vérité. Ce qu'on peut faire, c'est notre perception, notre compréhension du monde et à partir de son évolution au travers des lois et des quotas, essayer d'en tirer profit de la façon la plus honnête possible. Je pense que c'est ça qui est important en créant une responsabilité individuelle. Ouais. Parfait. Oui, alors dernière question, enfin il y a deux autres questions, je pense qu'après on va enchaîner sur la présentation. Est-ce que travailler sur l'éducation ne serait pas un premier levier pour les changements de mentalité? Si, clairement. Clairement, clairement, je sais pas ce que vous en pensez, mais oui, tout part. Enfin, c'est là où on a le plus d'impact. Déjà de remettre en cause notre propre éducation pour se délester un petit peu de notre héritage qui serait un petit peu lourd à porter sur ces sujets, et aussi de transmettre par l'exemple aux enfants, et de revoir, même dans les cours d'école, on voit que les garçons prennent plus de place dans la cour d'école que les petites filles, par exemple. Donc, tout un sujet autour de l'éducation. Alors, je vous entends plus. On t'entend, nous. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur la question de l'éducation. Pour moi, c'est une évidence. Hein. On sait à quel point notre éducation nous offre un système d'ancrage de valeurs. Donc là, je ne sais pas si la personne pensait plutôt à l'éducation au système scolaire ou à l'éducation que peut recevoir donc un enfant dans le cadre de son foyer. Je pense que dans le système scolaire, il y a eu aussi beaucoup d'efforts aussi de mise en place. J'ai pu le constater avec mes enfants quand ils ont fait école maternelle, école primaire, et j'ai jamais senti une différence de traitement en fait entre un garçon ou une fille. Je sais qu'aussi sur les jouets, il y a eu beaucoup d'efforts sur le sujet pour que les jouets soient beaucoup moins sexués qu'avant, avec des différences de couleurs, de ne pas réserver la panoplie dinette, fer à repasser, caddie de course pour les filles. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, les publicitaires aussi ont vraiment évolué et nous aident à faire évoluer notre culture sur le sujet. Vous prenez n'importe quel justement magazine de jouets là en ce moment pour Noël et vous verrez qu'il y a aussi des petits garçons qui ont le petit chariot ménage
Et dans les publicités, c'est flagrant de voir les hommes qui s'occupent de la lessive et de la cuisine. Et ça n'existait pas il y a 20 ans. Donc, c'est hyper intéressant de le voir. C'est un vrai soulagement. Ouais. De la même manière qu'il y a cet effet positif, je compléterai en disant qu'il y a aussi les stéréotypes qui s'appliquent du coup aussi aux hommes et que cette objectisation objectification de la femme qu'on a connue dans la publicité, dans les clips et qui font partie de notre éducation parce qu'on grandit avec ça et surtout pour ceux qui ont grandi avec la culture télé et aujourd'hui avec les téléphones portables c'est x10 ou x100. On est alimenté de ces images. Bah, malgré tout, il y a des choses qui n'étaient pas forcément très positives dans la manière de regarder la femme et du coup de lui permettre d'exister, qui s'appliquent aujourd'hui aux hommes. Et pour, je pense, les jeunes générations, c'est pas facile de faire le tri entre ces actions positives où on dit oui, il n'y a pas de déterminisme sur le type de cadeau que tu peux recevoir, mais de la même manière, tu n'es pas obligé de devoir exister d'une seule manière. Et pour les enfants, c'est plus riche et c'est peut-être plus complexe aujourd'hui de faire le tri. Mais en tout cas, il y a peut-être plus de latitude. Alors, dernière question, on va avancer. Donc là, c'est une question plus générale qui est drôle. Est-ce qu'avoir le sens de l'humour est un frein à la progression? Non. Ah, vraiment pas. Je pense que le sens de l'humour fait partie justement de la progression. Ouais. Après, tout dépend, je pense, aussi des environnements. Parfois, on n'est pas dans l'environnement qui le permet ou qui l'encourage, mais je suis d'accord avec toi et c'est un trait d'intelligence aussi émotionnelle. Et puis ça nous permet aussi de survivre aussi parfois, de prendre un peu de distance et prendre les choses avec humour parce que parfois il y a des choses assez énormes et pas forcément digestes. Ouais, bon, pas de blague sexiste du coup. On n'a pas le droit pendant ce webinaire. Non. Non, Ok. moi, je recommanderais justement, juste pour finir sur l'humour, d'utiliser beaucoup l'humour dans son cadre professionnel. Je pense que l'humour sauve de beaucoup de situations. Ouais. Je crois d'ailleurs qu'il y a des formations il y a plein de formations sur le sujet. Ouais, ça permet de décanter certaines choses. Alors, on va avancer sur la partie maintenant de la cage de verre qui est plutôt interne. Là, on a parlé des éléments extérieurs, des lois, des salaires, des règles de société. Là, on va parler des éléments internes et vraiment, c'est important pour nous de parler de ce point-là parce qu'on a beaucoup plus d'impact sur notre propre fonctionnement intérieur que sur le fonctionnement extérieur. Autrement dit, c'est beaucoup plus simple de changer son rapport de soi à soi-même, ses croyances, que de vouloir changer une entreprise, des règles qui sont installées depuis des années. Donc vraiment aussi ne pas se positionner en victime. On a un pouvoir immense qui est déjà le pouvoir de prendre notre vie en main et de travailler sur nos croyances et sur la façon de voir les choses. Alors, finalement, sur cette notion de plafond de verre, vous devez le voir et on a tous notre propre plafond, notre propre cage de verre. C'est-à-dire qu'on va avoir, en fonction de notre passé, de notre éducation, des croyances sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce à quoi on aurait droit, ce qui serait trop élevé, trop difficile à atteindre ou pas. Par exemple, sur le passé, donc là, on n'a pas forcément le temps d'y passer du temps, mais très important de voir aussi notre éducation et pour les femmes, le rôle du père. Alors, le rôle de la mère, évidemment, puisqu'on s'identifie à nos mères. En tout cas, le rôle des personnes qui nous ont éduqués, de sexe masculin et ou féminin, notamment le père, qui va avoir un rôle quand même très important dans la construction personnelle d'une enfant et qui va devenir une femme, sur ses croyances, sur ce à quoi elle a le droit, est-ce qu'il y a une égalité au sein du couple ou pas. Et tout ça, en fait, c'est un gros impact sur sa propre perception personnelle et professionnelle, parce qu'on est une seule et même personne. On n'est pas une autre personne au travail que la personne que l'on est dans son quotidien. Oui, donc je pense que là, on peut inviter les participants, et certains certainement l'ont déjà fait, mais de réfléchir à, surtout quand on est une femme, quelle place notre père a bien voulu nous donner, parce que ça explique beaucoup de choses. Moi, j'ai eu la possibilité de faire ce travail-là.
Et je me suis rendu compte que mon père m'avait donné beaucoup de place et les mêmes possibilités finalement que mon frère. D'accéder à des études, de faire du sport, d'accéder à certains hobbies qui ne soient pas voilà, genrés masculin ou féminin. Et je pense que ça, dans la construction et ensuite dans les limites ou non qu'on va se mettre, ça joue un rôle, ça joue un rôle primordial. Donc, je pense que c'est hyper important à un moment donné de sa vie, lorsqu'on le choisit, de faire ce travail de réflexion. Et puis surtout aussi de se projeter, là encore, si on est parent, et de voir quel effet on peut induire sur nos enfants. Et pour compléter du côté de l'homme et de la place de la mère, à titre personnel, je peux vous dire que le fait d'avoir une mère qui ne s'est pas posé la question est-ce que j'ai une femme ou j'ai le droit, alors que pourtant dans son enfance, elle était assignée à être une femme par sa génération et d'autres éléments, ça a été non seulement un modèle pour moi en tant qu'homme, sans me poser la question, c'est une femme, c'est une battante, ou elle est ambitieuse, ou elle est travailleuse, et elle ne se pose pas de questions sur la place qu'elle a le droit de prendre dans le monde et dans le monde du travail. Mais c'est aussi, sans doute, ça a joué dans ma perception de regarder les femmes et pas de me dire, il y a une différence, finalement. Et ça joue énormément dans cette éducation-là, qu'on soit homme ou femme, place du père et de la mère, qu'est-ce qu'ils nous racontent déjà au travers de leur propre histoire. Tout à fait. On avait ces éléments de contexte aussi dont on voulait vous parler pour dire que finalement, notre manière de regarder le plafond de verre, qu'est-ce qu'on fait de l'actualité, qu'est-ce qu'on fait de la société dans laquelle on vit. À une époque, par exemple, on a eu le mouvement MeToo, qui a été un contexte social particulier où des choses ont été mises sur la table. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en met le relais ou est-ce qu'on n'est pas prêt encore à se l'approprier et on est dans le déni? Et cette évolution de la société au travers voilà, du harcèlement, du dénoncement de choses qui étaient très tabous, est-ce qu'on participe à ça? Et déjà, nous, comment on le regarde et qu'est-ce qu'on fait du contexte? Est-ce qu'on se laisse influencer par ce contexte de façon positive ou négative? C'est une des parties, des facettes de ce plafond de verre. Et puis, il y a aussi tout l'aspect sensoriel au travers de nos 5 sens, notamment parce qu'on a des degrés de sensibilité qui vont être différents les uns des autres et que certaines personnes peuvent prendre plus à cœur certaines réflexions, certains contextes. Et donc, c'est aussi intéressant de se questionner sur sa propre sensibilité, sur ses émotions, de les accueillir pour en fait, encore une fois, faire le tri dans ce que l'on souhaite garder, ce que l'on ne souhaite pas garder. Parce qu'on n'est pas parfois aussi son propre, j'ai envie de dire, bourreau à se restreindre sans en avoir conscience. Oui, avec les attributs féminins de être un homme, c'est pas pleurer ou c'est pas être sensible. Sous-entendu, c'est être une femme et sous-entendu, c'est mal. Donc là aussi, dans notre manière d'assumer nos sensibilités avec nos différents sens de la perception, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est entre nous et nous, c'est pas que les parois de cette cage de verre. Ouais, et parenthèse aussi sur le sujet, je propose avec GRéseau une formation sur l'hypersensibilité dans le milieu professionnel. Et d'après les sondages, il y a 25 à 30% de personnes hypersensibles et autant d'hommes que de femmes. Parce qu'en fait, c'est plutôt, a priori, quelque chose de génétique. Donc, c'est encore une fois peut-être rappeler qu'on est tous des êtres sensibles, hommes et femmes. Et ce n'est pas parce que parfois on a appris à se couper de ses émotions qu'on est moins sensible. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'intérêt à prendre en compte la neurodiversité et les émotions dans le cadre professionnel. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter des choses sur le contexte avant qu'on passe sur la partie déjouée? On va passer aux solutions. Je pense que ça intéresse les participants. Oui. Alors, comment le déjouer? Donc, je vais commencer aussi par la partie interne pour continuer. Donc, on a le plafond et les parois. Donc là, on va pouvoir déjouer un petit peu les deux et commencer par mettre un focus sur soi-même. Je vais entendre beaucoup de personnes qui vont dire « je manque de confiance en moi ». Alors, c'est peut-être le cas, mais un point important, c'est dissocier la
confiance en soi et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quelque chose que l'on a tous, qui se construit dans notre tendre enfance, principalement de 0 à 7 ans, qui va ensuite continuer toute notre vie. Et l'estime de soi, c'est la valeur qu'une personne pense avoir. Là, on n'est pas du tout sur les compétences professionnelles, on est vraiment sur sa valeur en tant qu'être humain. Ce n'est pas du tout la valeur qu'elle a, puisqu'on a tous, toutes la même valeur, mais c'est la valeur qu'elle pense avoir. Et donc, dans notre enfance, notamment de 0 à 7 ans, on va vraiment absorber tout notre contexte, que ce soit à l'école, que ce soit dans notre famille. Et de là vont s'imprégner en nous des croyances sur notre valeur. Typiquement, j'ai un père distant, je vais potentiellement intégrer que je n'ai pas assez de valeur pour qu'il soit présent, puisque l'enfant va tout voir de son propre prisme. Il n'a pas la distance pour ne pas prendre les choses de son propre prisme. Donc, attention sur tout ce qui est syndrome de l'imposteur ou je ne suis pas à la hauteur, les autres savent mieux que moi, etc. Identifiez un petit peu vos croyances limitantes. Une croyance limitante, c'est une croyance qui est trop vraie, trop générale, pardon, pour être vraie. Typiquement, je ne suis pas à la hauteur, ça ne veut rien dire. Parce que c'est beaucoup trop général, en fait, il faudrait la remettre dans le concret. Je ne suis pas à la hauteur par rapport à quoi, par rapport à qui. Trouver des éléments concrets qui montrent que l'on a réussi certaines choses. Donc là, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais vraiment dissocier l'intérieur, l'estime de soi. Donc ça va plutôt se émerger dans tout ce qui est relationnel, relations intimes, mais aussi les relations professionnelles. Est-ce que je me positionne en tant que victime? Est-ce que je pense que je suis inférieure, supérieure? Et dissocier cette estime de cette confiance qui est plutôt sur l'extérieur, sur ses capacités de réussite. Donc, on peut avoir en fait une très bonne confiance en soi, en ses compétences, en ses capacités de réussite, et avoir une très faible estime de soi. Et j'invite vraiment toutes les personnes, collaboratrices, managers, à se questionner sur son estime, à s'accepter avec ses qualités et ses limites. Pourquoi? Parce que dans les relations ensuite professionnelles, très souvent, toutes ces blessures s'activent dans le monde professionnel parce que c'est le cadre propice pour que se rejouent nos relations lorsqu'on était enfant avec nos parents. Donc vraiment, voilà, dissocier confiance et estime, c'est un point crucial parce que ça peut vous éviter de perdre du temps, par exemple, à accumuler des formations si en fait le manque vient de l'estime de soi. Parce qu'on peut toujours revenir sur son estime. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu les bonnes bases dans l'enfance que c'est terminé. C'est toute la vie. Sandrine, tu nous avais parlé, oui, de ça, d'influence qu'on a préparé le Oui, webinaire. voilà, pour vous donner un exemple concret, et là, ce que je voulais rajouter, c'est justement dans les cercles d'influence, c'est hyper important de prendre conscience que là, on peut faire un travail sur ça et prendre conscience du niveau d'estime de soi et de confiance en soi qu'on a. Et puis surtout, être très indulgent avec soi-même. Je trouve que parfois, on est trop dur. On vise la perfection, alors que, on le sait, on ne peut pas être parfait dans tous les domaines à tout moment. Parfois, on va privilégier sa vie personnelle, parfois, on va privilégier sa vie professionnelle. Et donc, ma recommandation, ce serait vraiment d'être plus indulgent avec soi-même. Et puis aussi, par exemple, moi, ce que j'ai appris au cours de ma vie professionnelle, c'est d'admettre que je n'étais pas experte sur tous les sujets. Quand on vient me demander un conseil, parce que c'est souvent le cas en RH, c'est de dire, OK, là, il faut que je me renseigne ou je reviens vers toi. Mais c'est vraiment d'admettre ça, en fait. L'admettre et de le dire et de l'assumer, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Oui, c'est ce qu'on appelle s'accepter avec ses limites. Et donc ça, c'est clairement quand on a une bonne estime de soi, on s'accepte avec ses limites et on n'a pas l'impression de devoir être une autre personne pour avoir de la valeur, en fait. Sur toute cette thématique, alors avant de continuer, je vais vous mettre un nouveau sondage dans le chat qui est la question suivante.
À partir de quel âge l'estime de soi diminue chez les jeunes filles? Vous avez 8 ans, 15 ans, 18 ans. Alors, sans vous donner l'âge, mais je vous donne un peu le contexte, c'est une étude qui a été utilisée par Christophe Randré dans son livre sur l'estime de soi, une étude de Suzanne Herter, qui en fait a montré que les petites filles par rapport aux petits garçons du même âge voyaient leur estime diminuer plus fortement que les garçons. Donc là, c'est essayer de deviner à quel âge. Pourquoi? Parce que très tôt, en tout cas à l'époque de l'étude, et je pense que c'est encore le cas, en tant qu'enfant et en tant que jeune fille, on va se retrouver confronté aux injonctions contradictoires qui portent sur les femmes, au côté objetisant du corps féminin dans des publicités, etc. Donc, ça impacte en fait tout ça chez les enfants aussi. Alors, je ferme les votes. Dans vos réponses, vous avez mis à 55% 15 ans, 41% 8 ans et 5% 18 ans. Alors, qui veut nous donner la réponse? Alors, c'était 8 ans et on pensait avec Benjamin que vous voyez tous la bonne réponse parce qu'elle apparaît déjà sur les slides. Effectivement. Mais non, je pense que lorsque vous étiez concentré sur le sondage, vous ne regardiez pas la slide. Donc, voilà, donc c'est dès 8 ans. C'est dès 8 ans. Je l'ai appris en préparant ce séminaire grâce à Aurélia. Et je dois dire que je ne pensais pas que c'était si tôt. Je ne pensais pas que c'était si tôt. Et là, pour revenir aux questions précédentes, on voit bien que l'éducation joue un rôle primordial et dès la toute petite enfance, dès le début. Alors ensuite, clarifier son rapport aux croyances. Eh bien, on va parler ici un petit peu de la suite de ces croyances limitantes et de cette notion d'estime de soi, c'est de faire ce travail en fait de connaissance de soi et d'introspection. Bien sûr, chacun est libre de le faire ou non, mais qui nous semble nécessaire pour identifier ses propres freins individuels. Peut-être tu veux en parler, Sandrine. Je sais que toi, ça t'avait beaucoup aidé de faire ce travail. Oui. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ces croyances limitantes, mais par exemple, moi, j'ai quand même eu la croyance limitante de faire plaisir, voilà, d'être sage. Voilà, donc en plus, j'étais très timide, donc j'ai mis quand même quelques années à me débarrasser de ma timidité. Et je pense que c'est important de comprendre quelles sont ces croyances qui nous ont été imposées, qui se sont imposées naturellement à nous du fait de l'environnement où on évolue, et de les identifier pour pouvoir justement les repousser, ces croyances. Et ce qui explique d'ailleurs certains de nos comportements en situation de crise ou en situation de stress. Voilà, par exemple, de se débarrasser on ne pourra pas plaire à tout le monde, on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. À un moment donné, dans la vie, il faut faire des choix. Et il faut surtout être en accord avec ses propres valeurs. Le travail sur ses valeurs, identifier ses valeurs, les comparer aussi à l'environnement dans lequel on évolue, si c'est un environnement professionnel. Si ma valeur principale, c'est la bienveillance et que je suis dans un environnement ultra politique, j'ai un conflit de valeurs. Et ce conflit, en fait, il est totalement en défaveur de mon estime puisque je vais à l'encontre de mes valeurs. Donc, parfois, certaines personnes n'ont pas identifié leurs valeurs et sentent un inconfort. Et en fait, c'est tout simplement ce conflit de valeurs. Et comme tu disais, il faut faire des choix. À un moment donné, il y a des choix et des priorités à poser qui vont aider aussi dans cette évolution. Tu avais parlé aussi, toi, de toute, je pense que ça peut être intéressant que tu partages, mais tu sais, toute l'organisation en termes de notifications, de téléphone, Ah oui. de choix de famille. Je pense que c'est très pratique, mais que ça peut aider en fait certaines personnes. Oui.
quand j'ai rejoint Lexmark il y a 2 ans maintenant, j'ai fait vraiment le choix de conserver 2 téléphones pour préserver ma vie privée et pour à la fois être très concentrée sur mon espace professionnel lorsque je suis en train de travailler. Et c'est vrai que j'ai remarqué que pour les week-ends et les congés, c'était hyper utile. Euh, et j'ai vu d'ailleurs certains de mes collègues se perdre parce qu'ils n'avaient qu'un téléphone. Et en fait, la réception de notifications est incessante quand on double le pro et le perso. Donc, le fait pour moi d'avoir 2 téléphones et de les gérer, en fait, ça m'a simplifié la vie et ça m'a surtout aidé à avoir ce bel équilibre vie privée, vie professionnelle. Et aussi de la même manière que tu évoques ces notifications et dont on a l'impression que la récence donne une sorte de caractère d'urgence prioritaire absolue, l'antithèse de ce syndrome de l'imposteur, c'est le syndrome de la superwoman. C'est-à-dire, je dois être partout, tout le temps, répondre sans ajuster, sans prioriser, sans renoncer. Et ça, ce sont des travaux un petit peu à mener internes pour être en paix, en phase, de se dire, OK, qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour moi? Est-ce que je suis en capacité à me mettre en mode avion? Est-ce que je suis réellement indispensable? Et surtout, dans quelle mesure ça me met en danger? Alors, en tant qu'homme en général et plus particulièrement en tant que femme, si je dis non, qu'est-ce que ça aura comme conséquence sur la suite? Et justement, c'est comment on va passer de l'interne vers l'externe en ayant déjà fait le tri avec soi-même pour pouvoir faire face à l'extérieur. Oui, et ça nécessite aussi d'apprendre à communiquer, d'apprendre à poser des limites et d'apprendre à agir. Alors, pour la notion des limites, on peut se retrouver, alors encore une fois, c'est pas une généralité, mais à vouloir faire plaisir. Et donc, être plus tourné sur l'autre que sur soi et à se disperser, à vouloir accepter tout ce qui est demandé et à ne pas réussir à prioriser les choses et à ne pas réussir à dire non ou simplement à ne pas réussir à exprimer son désaccord. Donc, ce qui peut aider pour les limites, la première chose que je vais conseiller, c'est vraiment d'identifier vos besoins. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de recette magique, les besoins sont propres à chacun. D'identifier vos besoins et vos valeurs et de vous mettre vous-même en priorité et d'honorer quotidiennement vos besoins pour ensuite savoir dire non quand vous sentez que vous ne respectez plus vos besoins. Et là, ça passe vraiment par les besoins relationnels, ça passe par les besoins aussi en termes d'alimentation, de bien-être. Enfin, Sandrine en parlera un petit peu parce que c'est aussi le b.a.-ba, mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Savoir poser des limites aussi dans son agenda, ne pas toujours tout remplir, laisser du vide, avoir des non négociables, par exemple, refuser telle réunion le vendredi à 20h, voilà. Et comment le communiquer? L'outil qui peut vous aider, c'est la communication non violente, avec différentes étapes pour formuler cette limite, pour formuler votre besoin. Il y a plusieurs étapes. Une première étape qui va être plutôt factuelle, où on décrit la scène, et ensuite on va expliquer ce que l'on ressent, puis son besoin et poser une question. Ça va en fait vous permettre d'exprimer certaines choses. Si c'est par exemple une augmentation de salaire, plutôt que de demander une augmentation de salaire, de partir des faits, de partir de son sentiment, de son besoin et de poser la question. Ça permet de dérouler et d'avoir une communication qui est plus clair et plus en lien avec vos besoins. Je te laisse peut-être prendre la suite. Oui, bien sûr. Donc, communiquer et agir. Moi, je me suis toujours imposé personnellement l'adage suivant, à chaque jour suffit sa peine. Voilà, pour surtout justement ne pas tomber dans ce perfectionnisme et de ne pas être vue comme une superwoman parce que, alors ça tombe bien, moi je suis très matinale, donc le soir en général, après 19h-20h, de toute façon, mon cerveau n'arrive plus trop à réfléchir, donc c'est vrai que quand j'ai des pics d'activité, c'est vrai, il m'arrive d'être derrière mon ordinateur vers 5h30, 6h du matin, mais c'est assez exceptionnel, c'est vraiment lorsque j'ai des pics d'activité et c'est vraiment à chacun de choisir justement ces moments. Il faut être à l'écoute de
de sa biologie presque, hein, de la manière dont on est fait. Là, je vous parle du rythme matin-soir. Il y en a qui aiment travailler la nuit. C'est aussi la magie aussi, je pense, du télétravail quand on peut le faire. C'est pas possible dans toutes les fonctions, mais d'être à l'écoute du moment où on est le plus performant. Et puis ensuite, oui, c'est de savoir faire des choix, prendre des risques et assumer ce qu'on est. Je me souviens dans les années, quand j'ai commencé à travailler, alors j'ai commencé à travailler en Angleterre, mais les hommes étaient très dans le mimétisme. Les femmes, pardon, étaient très dans le mimétisme des hommes. On s'habillait en tailleur. Alors, ça existe toujours dans certains milieux, je crois savoir, mais je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès sur le sujet aussi, d'être à l'écoute de qui on est vestimentairement. On parlait des cheveux d'Aurélia tout à l'heure, c'était un très bon exemple. Et surtout, je conseillerais, quand on est une femme et qu'on a envie de prendre des positions de leader, on n'a pas besoin de ressembler à un homme. On peut tout à fait assumer sa féminité et qui on est. Donc ça aussi, c'est d'en avoir conscience et de se l'imposer pour être là aussi en accord avec le personnage qu'on est. Je voulais vous partager une anecdote sur ce sujet, parce que ce que Sandrine dit, c'est évidemment problématique lorsqu'on veut accéder à des postes à responsabilité, parce qu'on va fatalement se poser ces questions. Mais ne serait-ce qu'exister en tant que femme en entreprise, est-ce que j'ai le droit d'être une femme qui a envie de m'apprêter et d'être charmante, ou est-ce qu'au contraire, je me mets en danger et je vais être une proie? Moi, j'étais témoin de scènes, malheureusement, quand j'accompagne des entreprises où je voyais un PDG qui pouvait s'adresser à une femme en la regardant déjà avec des regards déplacés, en lui faisant des remarques sur la manière dont elle habillait, une sorte de malchance pour elle, et c'est triste à dire. Elle était jolie et ça lui allait bien, et elle a fini progressivement par mettre des pulls informes, à arrêter de se coiffer, de s'apprêter, et elle a commencé à se cacher. Alors, je n'ai pas pu creuser sur les effets en interne que ça a eu sur elle, mais on a bien vu que son rapport à son interne, du coup, a fait que son fonctionnement vers l'externe, dans sa manière d'agir, elle ne s'est pas imposée, elle n'a pas fait le choix de dire mais je m'en fous de ce que tu penses et ne me regarde pas de cette manière-là, c'est déplacé, puisque le tutoiement était de rigueur dans l'entreprise, mais on voit bien que oui, c'est pas parce qu'on se tutoie qu'on est à l'aise pour se dire les choses, et là, pour le coup, on voit le poids à la fois de l'externe et de notre gestion de l'interne. Alors peut-être qu'aujourd'hui, cette personne réagirait différemment en ayant pris confiance en elle ou en ayant développé son estime d'elle-même. Et pour le coup, ça pose la question, déjà nous, dans notre rapport d'homme, comment on est à l'aise ou pas, notamment pour rebondir sur la question de l'humour, et de se faire confiance réciproquement. Ça passe aussi par cette confiance de dire oui, j'ai le droit de dire à un homme, de la même manière, j'ai le droit de lui dire ça te va bien, j'ai aussi le droit de lui dire ne me regarde pas de cette manière ou ta remarque est déplacée. Alors, il nous reste quelques minutes. Ouais, on voulait parler aussi de l'écosystème et de l'importance aussi de se développer soi-même, notamment par tout ce qui est coaching, mentorat, thérapie, peu importe. Mais si c'est quelque chose si ce sujet vous parle, l'accompagnement peut vraiment être une force pour apprendre à prendre conscience et à changer aussi votre perception sur vous-même ou sur certaines situations pour aussi assumer de quitter les situations qui ne vont pas, etc. C'est vraiment, moi par exemple, pour partager un petit peu mon parcours, je pensais, quand j'étais en entreprise, je ne me sentais plus à ma place, mais je pensais ne pas pouvoir obtenir de rupture conventionnelle parce que j'avais la croyance que c'était trop beau pour être vrai. Bon, voilà une croyance totalement limitante et peut-être liée à mon estime ou à des croyances sur la vie, le travail. Et le fait de me faire accompagner en coaching m'a aidé à revoir ma perception et à oser en fait demander. Et j'ai eu gain de cause. J'aurais pu ne pas avoir gain de cause, mais en fait, le fait d'oser demander m'a aidé à changer mon regard. C'est vraiment ce qui est important, changer sa perception.
Et ce qu'on peut mettre en place aussi dans les entreprises, actuellement, moi, je participe, j'anime un groupe de parole Women at Work. Donc, c'est un groupe constitué exclusivement de femmes. Et ça permet de se rapprocher d'autres femmes, d'échanger sur des sujets d'actualité, sur des sujets de développement personnel et tout simplement de se serrer les coudes. Voilà, on a besoin de sentir qu'on n'est pas toute seule. Et si vous avez l'occasion de participer à ce type de débat ou de cercle de parole, je trouve que c'est très épanouissant aussi. Et ça permet de nous reconnaître en tant que femmes. On a un champ d'action de pouvoir aller regarder ce qui se passe ailleurs aussi et de se dire, tiens, l'environnement dans lequel je suis ne me convient pas. Je peux regarder ce qui se passe aussi dans d'autres cultures ou simplement des entreprises qui vont proposer des programmes d'intégration, d'accompagnement, développement des carrières des femmes. Ça se fait aussi de plus en plus. Et ça, c'est un choix qu'on peut tourner pour se développer dans son écosystème. Et ça passe aussi par un volet de formation et de dire, je ne perds pas le cap, je veux avoir une autonomie pleine, je veux me développer pour pouvoir ensuite m'exposer dans des environnements dans lesquels je me sens légitime, et donc de s'armer pour ça avec la compétence, tout simplement, et de ne pas se l'interdire. Ouais. Et puis aussi par rapport à l'écosystème, c'est aussi son propre écosystème. Alors rapidement avant de répondre aux questions, mais je trouvais que c'était intéressant aussi de parler de tout ce qui est physiologique, de prendre soin de son énergie, de manger correctement, du mieux qu'on puisse, de bien dormir, d'avoir une activité physique, etc. Ça paraît un petit peu simple, ça l'est, mais en fait, après, c'est aussi un cercle vicieux qui est que moins on prend soin de soi et plus on est apte à accepter des choses qui ne sont pas bonnes pour soi, et moins on aura d'énergie pour être performante, en fait. Voilà. Je propose qu'on passe aux questions-réponses. Il ne nous reste que quelques minutes. On va prendre celle que Réseau nous envoie. Y a-t-il des études fiables sur le syndrome de l'imposteur chez les femmes et les hommes? Alors, là, on vous a mis une bibliographie et notamment dans le livre qui s'appelle «Le syndrome d'imposture», et aussi dans le livre d'Aude de Thuin, «Femmes si vous osiez», vous pouvez retrouver des études qui ont été faites en lien direct ou indirect avec le syndrome de l'imposture chez les femmes. En fait, il semble que vraiment, historiquement, les femmes vont avoir, par exemple, plus de mal à postuler à des annonces, à des jobs, si elles ne remplissent pas 100 des compétences, alors que les hommes vont postuler même s'ils remplissent 40 50 que les femmes aussi vont avoir tendance, par exemple, s'il y a un poste avec écrit directeur/directrice, à ne pas postuler directement parce qu'elles vont se dire on attend plus un directeur qu'une directrice. Donc oui, il y a des études et je vous renvoie du coup à ces deux livres. Je pense que vous trouverez des sources là-dedans. Pouvez-vous définir les valeurs? Alors, les valeurs, en fait, c'est vrai que je n'ai pas défini, mais ce sont des valeurs humaines, c'est-à-dire chaque personne a un système de valeurs, qui soit conscient ou non. Ça va être ce qui est pour soi important, ce qui a une importance plus élevée que d'autres choses. Par exemple, ça va être la tolérance, l'égalité, la liberté, le partage. Bon, voilà, vous avez sur internet une liste de valeurs et alors chacun a ses valeurs, hein, on en a tous, et parfois on ne les connaît pas. Alors ce qui peut aider, c'est de faire ce travail en regardant des listes de valeurs et voir celles qui résonnent, ou simplement vous questionner de ce que j'aime chez les gens, ou de regarder ce qui vous énerve. En général, ce qui nous énerve fortement, c'est un peu notre anti-valeur, quoi. Donc voilà, chaque personne et chaque entreprise a des valeurs aussi. Voilà. Les femmes elles-mêmes peuvent juger d'autres femmes et de ce fait les mettre dans une posture inférieure à un homme. Alors je ne sais pas si c'est une question. Est-ce que vous voulez répondre? Enfin, moi j'ai un avis, mais
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. C'est pas un problème de genre, c'est un problème d'attitude, d'approche. Et on peut ressentir un jugement inapproprié ou négatif de la part des femmes, hein. Il n'y a pas forcément toujours la solidarité féminine, Ouais. si c'était ce que souhaitait dire cette personne. Ouais, et d'ailleurs, dans le chat, il y avait quelqu'un tout à l'heure qui partageait que depuis que dans son entreprise, il y avait les congés paternité, certains hommes avaient des réflexions que l'on pouvait faire auparavant aux femmes en congé. Donc, j'imagine des réflexions un petit peu négatives. Donc, en fait, oui, c'est pas une question de genre, forcément. Et puisque les femmes aussi peuvent se retrouver mises en concurrence parce qu'il y a moins de place ou parce qu'il peut y avoir un espèce de cadre implicite de concurrence, effectivement, elles peuvent, elles aussi, se croire inférieures aux hommes ou mettre d'autres femmes dans ces postures. Aurélien, on t'entend plus. Ouais, excusez-moi, je disais qu'il n'y avait plus de questions. Je voulais voir si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et si Sandrine, Benjamin, Avion, on peut aussi vous partager des axes un petit peu plus concrets sur déjouer sa cage de verre. Une petite remarque sur tu as utilisé le mot systémique tout à l'heure, Aurélia, c'est pour réinscrire que finalement, lorsqu'on existe dans ce système, charge à nous déjà de nous équiper pour comprendre notre propre fonctionnement et le fonctionnement de ce système, et puis d'essayer, par rapport au métier moi qui m'anime, d'accompagner les entreprises, c'est de leur donner des clés pour sortir de vieux réflexes qui vont renforcer les croyances limitantes, qui vont renforcer les parois et qui ne vont pas permettre aux individus d'exister pleinement. Et il y a des vrais enjeux de former les chefs d'entreprise, de former les managers, de mettre en place des organisations qui soient davantage agiles, davantage matricielles, où on va fluidifier les relations et les fonctionnements pour sortir de fonctionnement et de représentation stéréotypée. Donc, dans l'entreprise, c'est vraiment pas qu'une histoire de personnes, c'est aussi une histoire de système. Alors, on a une autre question d'Aurore. Comment répondre aux remarques remettant en cause nos compétences sous prétexte qu'on est une femme? Alors. C'est quelle réponse clé en main ou quelle réponse on peut s'autoriser? Parce qu'il n'y a peut-être pas qu'une seule réponse, mais je ne sais pas. Oui, Sandrine, toi dans des entretiens, quel retour tu pourrais donner? Oui, oui. Alors, déjà, je trouve ça inadmissible, hein, sous prétexte qu'on est une femme. Là, moi, j'adhère pas du tout, évidemment, parce que c'est avant tout une question de compétence. Et peu importe qu'on soit une femme ou un homme. Donc, la question, c'était comment... Attends, je l'ai perdu. Comment répondre aux remarques remettant en cause nos compétences au prétexte qu'on est une femme? Ouais, je pense qu'il faut simplement justement faire valoir que ce n'est pas une question de sexe ici, mais c'est une question de compétences. J'aurais clairement dit que je ne comprends pas la question parce qu'elle me paraît trop déplacée. Ou que ça n'a rien à voir, peut-être juste dire ça n'a rien à voir, alors de façon bienveillante et même souriante, mais en tout cas, je pense que vous avez le droit, en tout cas, je vous encourage à le prendre, et finalement, bon, ça pose peut-être pas une question globale sur l'entreprise, mais sur le recruteur, mais si ça se répète, il faut peut-être se dire que ces recruteurs ne sont pas bien formés, et que dans la chaîne, l'esprit, la philosophie, la culture de cette entreprise, peut-être elle ne vous conviendra pas non plus. Ça peut poser ces questions-là. Mais en tout cas, autorisez-vous, moi ça serait mon conseil, autorisez-vous à dire que c'est déplacé et que vous ne voyez pas le rapport. J'aurais même peut-être dit aux recruteurs, est-ce que vous n'avez pas des questions plus intéressantes?
Alors, avez-vous des exemples d'initiatives dans des entreprises pour faire évoluer les mentalités sur ce sujet? Je pense qu'il y a plein de choses possibles et avant tout, ça relève de la communication qu'on va pouvoir y consacrer. Il y a des entreprises qui peuvent signer la charte de la diversité, la charte de la parentalité. Encore une fois, je pense que la mise en place du télétravail et l'acceptation du télétravail et des horaires flexibles aussi permet de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Quoi d'autre? Il y a des budgets supplémentaires qui existent dans certaines entreprises, pas dans toutes, mais qui nous permettent de lisser les différences de salaire pour revenir sur les différences de salaire. Alors, ces budgets supplémentaires ne sont pas forcément connus des salariés, mais lorsqu'on analyse les résultats de l'index professionnalité femmes-hommes, donc qui s'impose à toutes les entreprises de plus de 50 salariés, je peux vous dire que les DRH et les dirigeants d'entreprise regardent de très près ces différences de salaire, puisque, je vous rappelle, cet index doit être visible et communiqué au grand public. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Quelle question poser durant un entretien pour savoir si une des entreprises est ouverte à des femmes à des postes élevés sans qu'on soit vu comme féministe, alors que je veux savoir si mes ambitions seront récompensées? Alors, est-ce qu'on peut poser la question en entretien? Moi, j'ai tendance à dire qu'on a le droit de poser toute question en entretien. Moi, j'apprécie justement des questions très transparentes de ce type. Je pense que c'est bien de se renseigner au préalable. Les réseaux socio-professionnels ont vraiment favorisé ça pour regarder les organigrammes et se renseigner sur le nombre de femmes qui sont présentes, par exemple, au comité de direction. Donc oui, ça, c'est tout à fait une question, par exemple, qui pourrait être formulée de cette manière et de dire, voilà, combien de femmes sont présentes au comité de direction et quelle est la proportion par rapport aux hommes. Je pense que c'est aussi, je crois, en vous autorisant à poser ces questions qu'on va faire bouger les mentalités. Il ne faut pas que ce soit tabou. Il faut qu'on puisse en parler ouvertement. Sur la question des remarques entre collègues, pour rebondir sur ce qui a déjà un peu été dit, mais il y a une responsabilité à la fois individuelle, là, comme vient de le dire Sandrine, ce qu'on s'autorise à dire en recrutement ou lorsqu'on fait face à une situation où on sent que les remarques, les insinuations encouragent cette culture, ce poids, cet héritage sexiste, misogyne, homophobe, etc. Et qui fait ni du bien aux femmes ni aux hommes. Et puis, je pense aussi qu'il y a un rôle avec le management et toute la chaîne de direction, bien sûr, de signaler, de signifier ce hors-jeu. Et de plus être dans cette culture de ouais, non, mais c'est pas grave, oui, mais ça a toujours été comme ça, oui, mais ça veut rien dire, c'est juste de l'humour. Je pense qu'il y a un vrai rôle d'accompagner les managers à peut-être déjà une culture moins dans la familiarité, où on peut être dans une proximité sans être familier, parce que cette familiarité, c'est souvent un socle très pervers qui favorise cet humour teinté de misogynie, etc. En plus, on peut bien sûr, en fonction des contextes, l'étendre à d'autres déboires, mais en tout cas, à titre personnel, chacun, on peut poser les limites et dire non, mais c'est déplacé ce que tu dis. Et puis ensuite, accompagner les organisations pour que ce soit signifié leur enjeu. Alors, désolée, j'ai été coupée. Du coup, je ne sais pas si on a répondu à cette question qui est intéressante, je trouve. C'est comment répondre à l'injonction « Elle a été prise à ce poste car c'est une femme », sous-entendu à cause de la volonté de l'entreprise de parité. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, les quotas peuvent amener aussi d'autres questionnements sur les raisons de certains postes, en fait. Oui, c'est une vraie question, mais mon sentiment sur le sujet, c'est que, encore une fois, je pense que si on en est là, c'est parce qu'on n'a pas eu le choix et qu'il a fallu venir à ces quotas pour faire bouger les choses. Ensuite, pour la personne qui est concernée, je lui recommanderais surtout
de dépasser ça et de regarder aussi les compétences et ses qualités, quelles qu'elles soient, qui lui ont permis d'accéder à ce poste. Ouais. C'est peut-être la réponse courte, hein, juste, pardon, de dire femme, ok, mais femme compétente. Et du coup, c'est plus discutable. Oui, et puis surtout, c'est aussi rentrer après dans des jeux psychologiques. Tout à l'heure, on parlait de communiquer. C'est parfois une invitation à rentrer dans un terrain qui n'est plus vraiment pro, qui est en fait des suppositions, qui est plutôt émotionnel. Donc, dans ce genre de situation, c'est vrai que la solution, c'est de ne pas forcément rentrer dans le jeu, d'où l'humour ou d'où le factuel. Et puis, ouais, rester aussi factuel. La discrimination. Oui, bah, c'est un peu le même champ d'application, hein, que ce soit parce que il est noir, arabe, femme, non genré. Je pense que ce type de discrimination auquel la législation répond par la discrimination positive avec des quotas, je pense que ça retourne des mêmes ressorts. Je pense qu'il faut vivre avec son époque. Voilà, on est en 2021, il y a ces quotas, il y a cette discrimination positive. Profitons-en. Je pense qu'il faut positiver sur le sujet. C'est une avancée. C'est une avancée. Et comme je disais tout à l'heure, regardons plutôt toutes les compétences qui ont été prises en compte, parce qu'on nomme pas non plus un homme, une femme à un poste sans qu'il ait les compétences. Ce serait se tirer une balle dans le pied en tant qu'entrepreneur ou dirigeant d'entreprise. Donc, je pense qu'il faut vraiment dépasser ça. Parfait. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sinon, on peut conclure et vous laisser aussi nos contacts respectifs. Alors, ouais, donc plus de questions. En termes de conclusion, moi, de mon côté, ce que je dirais, c'est vraiment de rester aussi, de prendre sa responsabilité, de faire un travail sur soi, sur ses propres croyances et son propre filtre, parce que c'est vraiment là où on aura le plus d'impact. C'est quand on va changer sa façon de voir les choses et quand on va s'autoriser des choses qu'on ne s'autorisait pas. Pas hésiter à se former, à s'entourer de personnes qu'on va trouver inspirantes et qui vont nous encourager dans la personne qu'on a envie de devenir. Oui, moi, je ne vais pas répéter non plus ce que j'ai dit, mais je pense que le plus important, en tout cas pour moi, dans la gestion de ma carrière, ça a été de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et c'est certainement lié à mon entourage. Voilà, je pense qu'il faut savoir bien s'entourer à tous les niveaux, perso, pro, pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment et prendre des risques. Donc, et je pense qu'il faut vraiment relativiser dans la vie. Parfois, on se fait un monde de beaucoup de choses. Encore une fois, on a la chance de vivre en 2021 en France, dans un pays quand même plus que correct par rapport à d'autres pays. Je pense à l'Afghanistan ou d'autres pays en guerre. Et moi, j'ai souvent une pensée pour nos grands-parents, aux arrière-grands-parents qui ont connu les 2 guerres mondiales. Voilà, je trouve qu'à côté, notre vie, c'est quand même du pain sucré et faisons en sorte de la rendre à l'image qu'on a envie de la rendre et à l'image souhaitée en tout cas. Et je vous remercie, Aurélia, Benjamin, Fessal, Gérézo. Merci à tous de m'avoir laissé participer à ce webinaire. Merci à toi d'avoir été là. Benjamin, tu veux... Oui, pardon.